Ok, donc j'en profite pour faire une vidéo brève sur en fait plus du concept de l'apprentissage de la boxe et essayer d'avoir une bonne approche quand on va en cours pour optimiser sa progression. Donc la question dont je voulais partir, c'est est-ce qu'il existe en fait une technique parfaite? Ça veut dire est-ce que la technique peut être parfaite? Il n'y a aucun moyen de l'améliorer. Il faut voir comment est-ce que l'on prend le mot parfait. Si on le prend vraiment d'une façon absolue, ça veut dire on dit qu'il y a 100% de bénéfice, 0% de risque, c'est probablement faux, parce qu'il n'y a pas d'action entreprise dans la boxe qui soit sans danger, à 100%. Donc bon. Mais si on le prend d'une façon plus relative, c'est-à-dire situationnelle, dans ces circonstances, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée, c'était le meilleur compromis possible entre les avantages, les inconvénients, les bénéfices, les risques. Bon, je pense que là, c'est beaucoup plus effectivement réaliste. Et je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut approcher l'apprentissage des techniques. Ça veut dire qu'il n'y a pas de technique parfaite en soi, ou il n'y a pas de façon parfaite d'accomplir une technique en boxe, mais que chaque façon a des avantages et des inconvénients qui vont convenir plus ou moins à la situation. Et c'est vraiment, en fait, à la fin, c'est au boxeur, c'est à son discernement de faire la part et de choisir la bonne variation en fonction de la situation qu'il rencontre. Et je pense que ça rejoint parfaitement, en fait, un concept de stratégie qui est ancien, historique, venant de Miyamoto Musashi, qui disait que en fait, la stratégie, c'est l'art de prendre l'avantage. Et même, il va plus loin et il dit que c'est l'art d'identifier quel est son avantage et son inconvénient dans toutes les situations. Donc, le but du jeu serait évidemment de pouvoir avoir ce jugement, de dire où est mon intérêt, quel est l'intérêt que je recherche dans cette situation, quels sont les dangers que j'encours dans cette situation. Si on prend l'exemple global, enfin la situation, si on prend la situation globale en fait de la boxe et du match de boxe, en fait le danger principal que vous encourez, c'est bien sûr la défaite, la perte du combat. Et en fait, ça peut venir de plusieurs façons, comme vous le savez probablement. Vous allez avoir le KO, donc le vrai KO, vous tombez inconscient, incapable de vous relever pendant 10 à 15 secondes. Voilà, vous avez aussi le KO plus technique, c'est-à-dire que c'est l'arbitre qui va interrompre le combat parce que vous avez atteint un niveau en fait d'altération de la conscience qui vous permet de vous relever mais pas vraiment de continuer à combattre, que vous avez eu par exemple un KO au foie ou même que vous avez été blessé gravement et que du coup vous ne pouvez pas continuer et de façon exceptionnelle, il y a même en fait le forfait, donc par le combattant ou alors par son coin. Bien sûr, le deuxième danger à l'intérieur même en fait, la deuxième déclinaison de perdre le combat, ce serait tout simplement de perdre au point, c'est-à-dire d'être touché plus que vous touchez l'adversaire, ou d'être dans une position même où il peut vous toucher et vous ne pouvez pas le toucher. Donc là, c'est vraiment à votre désavantage le plus total. Et puis, finalement, bien sûr, vous pouvez enfreindre les règles, comme donner des coups de coude, des coups de genoux, qui vous disqualifieraient en fait de la compétition. Dans cette grande idée, où en parallèle, on peut tout à fait, en contraste, on identifie quels sont les intérêts que l'on a, c'est de mettre KO l'adversaire, un KO vrai ou un KO technique, de gagner au point, ou alors tout simplement de lui faire enfreindre les règles, et ça peut passer en fait par la provocation. Donc c'est facile à appréhender, et encore je pense qu'il y en a beaucoup qui du coup ont une mauvaise estimation du risque, et en particulier du risque de KO. Ça veut dire qu'ils vont rentrer dans le combat et qu'ils vont chercher en fait à toucher, ils vont chercher à mettre KO, ils vont chercher toutes ces choses-là, et ils vont sous-estimer en fait le fait qu'à partir du moment où ils sont exposés eux-mêmes, le match peut s'arrêter en moins d'1 minute. Et enfin des mois de préparation finissent par être complètement gaspillés par en fait une mauvaise estimation du risque, qui est en fait une fausse stratégique forte, comme on l'a du coup compris. Et la subtilité vient que ça se décline dans toutes les situations. Donc vous avez le combat dans sa globalité, mais vous allez aussi avoir par exemple l'entraînement. Donc si vous êtes sur un entraînement amical, avec un partenaire d'entraînement, enfin un partenaire tout simplement, c'est aussi à vous d'identifier quels sont vos intérêts et quels sont vos dangers à l'intérieur de la situation. Si votre intérêt c'est plutôt un entraînement technique, peut appuyer pour essayer de limiter les dégâts et juste voilà, il semblerait plus intéressant ici de chercher à essayer de nouvelles techniques que de gagner à tout prix. Donc déjà cette forme de lucidité, ça vous permet quand même d'obtenir le maximum de votre entraînement parce que vous avez bien compris quels étaient vos intérêts et vos risques. Si vous êtes confronté par exemple à un débutant qui a beaucoup de mal à gérer en fait son énergie, sa puissance, peut-être que c'est un petit peu en vain d'essayer de le raisonner perpétuellement ou essayer d'obtenir quelque chose de très beau de l'entraînement.
Peut-être que le mieux, c'est d'essayer de travailler votre défense, travailler votre résilience, de survivre aux 3 minutes et de voir un peu comment ça se passe. Donc à nouveau, une approche intelligente de l'entraînement, avec une approche stratégique, en identifiant quels sont ses intérêts et ses inconvénients, enfin ses risques, permet d'optimiser son gain. Donc c'est vachement bien. Et puis le dernier exemple que l'on pourrait donner, c'est en fait vraiment dans le cœur de l'échange. Donc si, imaginons que vous êtes en opposition, vous êtes dans le round, vous êtes arrivé à, je sais pas, un demi-bras de votre adversaire, vous êtes à 30 degrés extérieur de sa gauche, il vient de faire ça, vous venez de faire ci, on est à ce moment du combat, enfin, il s'est placé plein de choses, bah là aussi, quelque part, c'est à vous de décider c'est quoi la meilleure action. Et ça, si on arrive à le faire, on arrive vraiment au summum, au pinacle de ce qu'on pourrait appeler être un bon combattant. Et c'est une qualité qu'il faut développer. Il faut le développer sur tous les aspects, comme on a dit, de la pratique, donc la compétition, l'entraînement, la pratique solo, tout. Cependant, avant d'arriver à ce niveau-là, je dirais qu'en fait, il y a l'apprentissage des techniques selon le gold standard, ça veut dire selon le classique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les classiques deviennent classiques parce qu'ils ont fait leurs preuves. Donc si vous partez du principe, il fait tellement froid ici, si vous partez du principe que vous avez une technique, une façon de réaliser par exemple un jab, qui a traversé 2 siècles d'existence de la boxe, transmis de cette façon-là, ou plutôt on va dire de plus en plus maturé jusqu'à cette technique-là, c'est probablement qu'elle a bien fait ses preuves. Ça veut dire que probablement il y a une bonne ratio, une bonne balance bénéfice-risque. Je dirais même que c'est le bon équilibre entre le bénéfice, le risque, mais aussi l'accessibilité. Ça veut dire que du coup c'est à la portée de tout le monde peut l'exécuter, que ça ne dépend pas forcément de votre athlétisme ou de dons innés. Exemple, donc vous avez Mayweather avec son shoulder roll, donc en fait il se met en filichelle, d'accord, donc la main, la garde est basse, et là toute la défense du côté gauche va venir de l'épaule et de la rotation de l'épaule. Il faut du coup dévier l'épaule, et la défense du côté droit vient de cette main-là. C'est une technique qui est très impressionnante, et qui paraît en fait super parce qu'elle lui permet à Floyd Mayweather d'avoir une défense qui est quasiment impénétrable. Il prend très peu de coups. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, ça demande énormément d'athlétisme d'un point de vue ceinture abdominale pour avoir la rotation assez rapide. Ça demande beaucoup d'athlétisme sur les jambes parce que ça demande de la préparation et de la sortie. Quand il prépare et qu'il rentre, en fait, généralement, il fait un décalage et il rentre, et ensuite, il sort quasiment immédiatement. Ça veut dire qu'il fait une défense qui est préemptive. Et enfin, il faut une très très bonne lecture du combat. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Là, c'est quelqu'un qui est extrêmement doué par rapport à ça. Donc on peut pas dire que le filichel et le shoulder roll de Mayweather, aussi efficace soit-il dans ses combats à lui, vont être la technique gold standard, parce que c'est déjà efficace. Certes, ça peut être efficace, dangereux en termes de danger. C'est un danger parce que vous êtes moins couvert. Si vous prenez le coup, vous le prenez vraiment, et si vous prenez la main droite, vous la prenez vraiment. Et enfin, en termes d'accessibilité, c'est quand même pas la technique la plus facile à réaliser. Quand vous avez votre garde haute, c'est plus équilibré. Et en fait, toutes les techniques classiques qu'on vous apprend, c'est ça. C'est un équilibre entre la faisabilité, le danger, donc le niveau de protection que ça vous offre, et l'efficacité, c'est-à-dire le niveau de points que ça vous offre. Donc, c'est une balance à faire entre les deux. Il faut avoir un esprit, on va dire, basique, comme je viens de le dire, concentré sur les classiques, concentré sur le fait d'apprendre la technique telle qu'elle a été éprouvée en 200 ans de boxe, pour vous donner une bonne base technique qui vous permette de répondre à quasiment toutes les situations avec une bonne cote, une bonne balance bénéfice-risque. Ça vous donne aussi un point de repère pour pouvoir progresser. Donc même si vous progressez vraiment d'une façon originale et en dehors des sentiers battus, c'est toujours bien d'avoir un repère auquel on peut se comparer et de dire, voilà, moi je décide de, me battre comme ça, et c'est super, j'ai la carte comme ça, pourquoi pas, d'accord ? Mais au moins je sais que c'est une variation par rapport à cette norme-là. Je sais que j'ai un main plus là, je sais que j'ai un main plus là, ça donne plus de danger ici, mais imaginons ma main en fait elle est plus proche, et cette main-là, elle est, plus chargée, donc on peut penser comme ça. Donc, ça vous donne une base technique sur laquelle vous repérez, et ça vous donne aussi, on va dire, un bon ratio de réussite entre le bénéfice et le risque de la technique.
Ensuite, il faut essayer de développer cet esprit stratégique et de dire, bon, en réalité, c'est plus subtil que ça. Il faut en fait que j'identifie tous les avantages et tous les inconvénients à l'intérieur en fait de l'échange pour pouvoir réellement raisonner et résoudre les problèmes à un niveau plus fin. Donc par exemple, quand on est ici et qu'on est sur le jab, imaginons, d'accord, l'objectif du jab, c'est l'arme directement, enfin l'arme la plus directe au visage de l'adversaire. Maintenant, un jab par exemple qui va être simplement peu appuyé, sans dégâts, qui touche mais quasiment pas, mais qui est répété, c'est un outil de distraction en réalité, c'est un outil de perturbation qui va imposer le respect et la distance en dépit du fait que ça ne cause aucun dégât. Donc c'est un choix à faire, c'est dire pourquoi est-ce que j'utilise mon arme. Parfois, effectivement, on dit il faut toujours rester méga centré, il faut envoyer les coups centrés. Quand vous êtes sur une esquive et que vous êtes très en arrière, vous considérez que là vous êtes quand même en position de mettre quelque chose, vous pouvez envoyer en fait le coup et créer un knockout, c'est possible. Donc c'est vu avec le combat de Adesanya contre je sais plus qui. Mais du coup il l'a mis KO alors qu'il était complètement excentré. Donc en fait, tant que ça fonctionne, ça fonctionne. Mais vous devez essayer de comprendre pourquoi dans cette situation-là ça marche à votre avantage, le comparer en fait avec votre technique de référence pour pouvoir enregistrer pour pouvoir analyser ce qui s'est passé et en fait en apprendre quelque chose. Donc au final, la conclusion de cette affaire-là, il fait ultra froid, mais la conclusion de cette affaire-là, c'est de dire, d'un côté, travailler vraiment les techniques de base telles que le gold standard, ça veut dire telles que le coach vous le transmet, telles que en fait la plupart de la culture de la boxe vous le transmet, parce que c'est quand même ce qui vous offre des meilleures qualités-prix possibles en termes de ratio, efficacité, danger, accessibilité. Ça vous offre un point de repère supplémentaire pour analyser votre propre pratique et progresser, comprendre ce que vous avez fait et progresser. Mais en même temps, cultiver aussi un esprit stratégique pour vraiment comprendre qu'est-ce qui dans cette technique me donne vraiment un avantage et qu'est-ce qui me donne des inconvénients. Voilà, donc c'est surtout ça. Merci.